pense que vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. Est-ce que je suis obligé de vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous avez entendu tout et n'importe quoi sur l'investissement, mais en tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous pousse à vous lancer. Si vous êtes là aujourd'hui, je suppose que vous n'avez pas nécessairement des études de finance, etc. Donc vous partez de zéro. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai l'ambition en moins de 30 minutes de vous faire passer de quelqu'un qui comprend absolument rien à la bourse à quelqu'un qui sera en mesure de comprendre pourquoi c'est indispensable d'investir en bourse, comment ça fonctionne et comment on va pouvoir mettre des choses en place dès la fin de cette vidéo pour commencer notre parcours d'investisseur. Avant de parler d'investissement, je vous propose de regarder ce qui se passe si on décide de ne pas investir son argent. Vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Quand vous recevez de l'argent, vous avez la possibilité de le dépenser. Vous achetez quelque chose, votre argent disparaît et on n'en parle plus. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est de prendre votre argent, de rien acheter avec et de le mettre de côté. Dans ces cas-là, vous êtes en train d'épargner. Soit vous faites partie des gens qui dépensent l'intégralité de ce qu'ils gagnent, et dans ces cas-là, c'est toujours compliqué. Au moindre souci, vous vous retrouvez dans des situations extrêmement compliquées. En plus de ça, aucune possibilité de préparer des projets futurs, de préparer son avenir. Bref, c'est une option qui est clairement pas souhaitable. Maintenant, si vous faites partie des gens qui essaient de se mettre un petit peu d'argent de côté, par exemple sur des livrets d'épargne, il y a aussi un gros souci qui se pose. Vous savez peut-être pas, mais votre argent perd de la valeur au cours du temps. Ce mécanisme de perte de valeur, on l'appelle l'inflation. La conséquence de l'inflation, elle est extrêmement simple. Au cours du temps, avec la même somme d'argent, vous pouvez acheter de moins en moins de choses. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, quand je vais prendre mon menu Maxi Best Of au McDo, je le payais 6,30 €. Aujourd'hui, le prix a dépassé les 12 € pour le même menu. C'est exactement la même chose pour à peu près tout ce que vous avez la possibilité de consommer. Et à cause de cette inflation, qui est en moyenne autour de 2,5%, on est à peu près sûr que si je retourne au McDo dans quelques années, mon menu ne sera plus à 12 €, mais se rapprochera doucement des 20 €, etc. Donc cet argent qui dort, qui est par exemple sur des livrets, plus le temps passe, moins vous aurez la possibilité d'acheter de choses avec. On estime avec une inflation qui tourne autour des 2% que vous perdez la moitié de votre pouvoir d'achat tous les 36 ans. Un des premiers objectifs de l'investissement qui le rend finalement indispensable pour chacun d'entre nous, c'est finalement de lutter contre cette inflation qui nous impacte tous. Si notre argent n'est pas placé à une performance qui dépasse celle de l'inflation, on s'appauvrit. À partir de 2,5% qui est le niveau de l'inflation, on est finalement à un niveau neutre. Nous, notre objectif, c'est de faire mieux que ça, c'est de gagner beaucoup d'argent si possible. Donc comment est-ce que l'investissement va fonctionner? Imaginons qu'on ait la possibilité de placer notre argent sur des livrets qui rapportent du 10% net. Alors je vous rassure, ça n'existe pas. Mais vous prenez 1000 € aujourd'hui et vous les placez sur un livret qui vous rapporte 10% net par an. Au bout d'un an, vous allez vous retrouver avec 1000 € qui était votre capital initialement investi, plus 100 € d'intérêt. Au départ de l'année 2, vous allez donc avoir 1100 € qui, cette fois-ci, constitueront l'intégralité de votre capital. Vous allez avoir ces 1100 € qui vont travailler pour vous à une performance de 10% par an. Et donc, en fin d'année 2, vous allez vous retrouver avec 1210 €. Vous aurez cette fois-ci généré 110 € d'intérêt. On laisse un peu de temps passer et finalement, on revient 35 ans après. Vous aurez un petit peu plus de 28 000 €. Et cette fois-ci, vous serez en mesure de générer 2800 € d'intérêt sur une année. Sur cette période de 35 ans, avec uniquement 10% de performance par an, vous êtes en mesure de multiplier votre capital par 28, sachant que vous n'avez pas rajouté 1 € de votre poche. Ce mécanisme-là, cet effet boule de neige qui s'est mis en place, c'est grâce à la notion d'intérêt composé. C'est l'idée que quand on génère des intérêts, on va automatiquement les réinvestir. Ces intérêts vont à leur tour travailler pour nous en faisant grossir notre capital. Et plus le temps passe, plus la part d'intérêt va être importante et plus les gains que vous allez faire vont vraiment grimper exponentiellement. C'est une notion extrêmement importante dans l'investissement. Parce que peu importe la classe d'actifs dans laquelle vous allez investir, vous allez utiliser les intérêts composés pour gagner de l'argent. La deuxième notion importante dont on va avoir besoin dans tous les cas pour essayer de gagner de l'argent avec l'investissement, c'est le temps. On a parlé cette fois-ci d'une période d'investissement de 35 ans. Effectivement, on a multiplié notre somme par 28. Si on avait attendu 15 ans par exemple, le multiplicateur ne serait plus cette fois-ci de x28, mais uniquement de x4. Tout ça c'est très beau, mais 10% de performance sur des livrets bancaires, ça n'existe pas. Pour ça, on va devoir faire effectivement appel à l'investissement. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez la possibilité de dépenser l'intégralité de votre argent. Les gens qui n'investissent pas, quand ils utilisent leur argent, ils achètent quelque chose, l'argent est perdu, et la chose qu'ils ont achetée ne va rien leur rapporter. Un investissement, c'est tout simplement quelque chose que vous allez acheter et qui va vous rapporter de l'argent dans le futur. Ce qu'on appelle des classes d'investissement, il va y en avoir énormément. On peut parler de l'immobilier, on peut acheter des actions, on peut acheter des obligations, on peut parler de crypto-monnaie, on peut parler de matières premières. Je vais pas vous faire une liste, mais il y en a beaucoup. Vous allez me dire, pourquoi s'embêter à investir en bourse? Il y a peut-être des classes d'actifs qui sont plus intéressantes, qui rapportent mieux, etc. Investir en bourse va vous permettre d'acheter notamment des actions d'entreprise. Les actions d'entreprise, c'est une des classes d'actifs qui est le plus performante sur ces 150 dernières années, mais qui est surtout une des plus accessibles. Une action, c'est tout simplement un titre de propriété que vous allez détenir qui va correspondre à une fraction d'entreprise. Grâce à ça, vous allez pouvoir gagner de l'argent de deux manières. Au même titre qu'un bien immobilier, la valeur des actions
fluctuent avec le temps. Et ces fluctuations que vous allez avoir, autant à court terme, elles sont plus ou moins aléatoires et elles dépendent d'énormément de facteurs qui sont compliqués à déterminer, autant sur le long terme, tout est beaucoup plus clair. Si vous avez des entreprises qui gagnent de plus en plus d'argent, la valeur des actions de ces entreprises va augmenter avec le temps. Il y a un rapport direct entre ce que les entreprises vont être en mesure de gagner et la valeur des actions de ces entreprises. Vous allez gagner de l'argent d'une seconde manière. Vous allez percevoir des dividendes qui correspondent à la rémunération des investisseurs. Dans le cas de l'immobilier, ça pourrait correspondre à des loyers perçus. Alors c'est une décision de l'entreprise. Une fois que l'entreprise a payé tout ce qu'elle devait, etc., il va lui rester du cash. Elle a la possibilité de redistribuer une partie de son cash à ses actionnaires sous forme de dividendes. La performance que vous allez avoir en bourse dépend de ces deux éléments simultanément. Vous pouvez prendre en compte le dividende que vous allez percevoir, mais vous devez absolument prendre en considération l'appréciation du capital. Si votre action vous rapporte 2% de dividende, mais que de l'autre côté votre action baisse de 2%, finalement vous n'avez rien gagné. C'est bien le cumul des deux qui vous permettra d'être rentable, et en tant qu'investisseur, vous devriez être indifférent entre percevoir du dividende et avoir de l'appréciation du capital. Je suppose qu'à ce niveau-là de la vidéo, c'est encore extrêmement flou. Vous avez compris qu'on allait cibler des actions, vous savez pas comment on va les acheter, vous savez pas si c'est risqué, comment se lancer, est-ce qu'il y a des montants minimum pour commencer à investir. Vous inquiétez pas, on va y venir. Demain, si j'ai envie d'acheter des actions d'Apple, est-ce que je vais aller sur le site d'Apple et je vais acheter des actions? Et ensuite, où est-ce que je vais les stocker? Est-ce que je vais avoir un papier que je vais ramener à la maison? Ça va pas fonctionner comme ça. Vous allez avoir la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des actions d'entreprises qui sont cotées. Les entreprises, dans le cadre de leur développement, peuvent notamment à un moment donné avoir besoin de cash. Elles ont besoin de faire rentrer des investisseurs. Pour ça, il y a plusieurs manières de faire, mais une des choses qui est possible, c'est pour ces entreprises de se faire coter sur les marchés et d'ouvrir leur capital social à des investisseurs. Ça va permettre, comme je vous l'ai dit précédemment, pour les investisseurs de gagner de l'argent, et pour les entreprises, ça va notamment leur permettre de solliciter du cash. Pour ça, ces entreprises, elles vont pouvoir être cotées sur des places boursières, elles vont pouvoir être cotées sur des marchés, au départ qui va permettre de faire l'intermédiaire entre les entreprises et les premiers investisseurs. C'est ce qu'on va appeler un marché primaire. Ce marché primaire, il va concerner uniquement les entreprises et certaines catégories d'investisseurs qui nous concernent absolument pas. À partir du moment où l'entreprise va être cotée, c'est-à-dire, ça y est, l'entreprise est cotée sur les marchés, on va aussi avoir un marché qu'on appelle le marché secondaire. Ici, les actions des entreprises vont pouvoir être achetées et revendues librement. L'objectif du marché ici, c'est de faire l'intermédiaire entre des personnes qui souhaitent acheter et des personnes qui souhaitent vendre des actions. Quand vous allez acheter une action, dites-vous bien que de l'autre côté, il y aura ce qu'on appelle une contrepartie qui aura pour objectif cette fois-ci de vendre une action. Pour accéder au marché financier, vous n'allez pas aller à Monoprix, vous n'allez pas aller à Casino. Il va falloir que vous passiez par un intermédiaire financier. Vous allez devoir passer par ce qu'on appelle des courtiers. Alors, une plateforme de courtage, c'est tout simplement un intermédiaire qui va permettre de faire le lien entre des investisseurs comme vous et moi et des marchés financiers. Vous allez pouvoir transmettre des ordres à votre courtier. Aujourd'hui, la plupart des courtiers sont disponibles sur un téléphone ou sur un ordinateur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bref, ils vont recevoir vos ordres et derrière, ils vont avoir pour objectif d'exécuter les ordres, c'est-à-dire généralement d'acheter les actions qui vous intéressent et ensuite vous allez pouvoir les stocker sur des comptes que vous allez détenir chez eux. Aujourd'hui, l'achat d'actions se fait de manière totalement numérique. Vous allez avoir un compte chez un courtier et vous allez pouvoir détenir directement vos actions sur vos comptes. Bon, très bien, j'ouvre un compte chez un courtier, j'ai accès au marché financier. Maintenant, j'achète quoi? Vous avez deux grandes approches qui vont vous permettre d'investir en bourse. L'approche dite passive et l'approche dite active. L'idéologie derrière l'approche passive, c'est de ne pas sélectionner individuellement des actions, mais au contraire de toutes les acheter. Effectivement, si demain vous aviez la possibilité d'acheter toutes les actions du monde entier, vous auriez quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Le marché dans sa globalité est performant. Malheureusement, vous n'avez pas la possibilité demain d'acheter toutes les entreprises du monde comme ça. On va utiliser ce qu'on appelle des indices. Je vais vous le définir un tout petit peu plus tard dans la vidéo parce que c'est extrêmement important, mais pour le moment, vous pouvez considérer que c'est des paniers d'actions. Ces paniers d'actions, ils vont être plus ou moins larges. Quand on va parler de paniers d'actions très larges, on va parler de paniers d'actions qui représentent quasiment l'intégralité du marché. L'approche passive pour les investisseurs va consister à répliquer ces indices. Quand on parle de marché, on entend généralement parler de S&P 500, de MSCI World, je vais vous en parler un petit peu plus tard. On va donc répliquer ces indices-là. La deuxième approche, donc l'approche active, part du principe que quand vous achetez toutes les entreprises, il y a des bonnes actions, mais il y a aussi des mauvaises actions. Si on arrivait à sélectionner uniquement les bonnes actions, ça nous permettrait cette fois-ci de faire mieux que le marché et donc de battre ces indices. Pour ce faire, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais dans la plupart des cas, les gens se lancent dans ce qu'on appelle le stock picking, c'est-à-dire le fait de sélectionner individuellement
individuellement les actions qui vont composer notre portefeuille. Dans la grande majorité des cas, les résultats sont pas au rendez-vous. Retenez bien que même chez les professionnels de la finance, vous avez grosso modo ces deux approches. Vous avez des fonds qui cherchent à répliquer le marché et vous avez des fonds qui cherchent à battre le marché. Les études, elles nous montrent que malheureusement sur du très long terme, les fonds qui cherchent à battre le marché et qui cherchent donc à battre ces indices n'y arrivent pas. À titre d'exemple, sur une période de 20 ans, 96% des fonds qui essayent de battre le SP500 n'y arrivent pas. L'approche qu'on va mettre en place de notre côté pour investir, ça va être celle qui consiste du coup à répliquer les indices. La performance est clairement au rendez-vous. Dans la majorité des cas, vous faites mieux que les fonds qui essayent de battre ces indices. C'est extrêmement rapide et c'est en plus de ça des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place à moindre frais. Je pense que maintenant vous êtes prêts à ce que je vous parle un petit peu plus de ces indices. Ça, c'est ce qu'on appelle les indices boursiers. Dites-vous qu'il y a des entreprises qui existent et leur objectif à elles, c'est de prendre les entreprises qui sont cotées et de les regrouper en fonction de certains critères. Les critères, ils peuvent être multiples. Ça peut être par exemple la zone géographique, ça peut être les tailles d'entreprise, ça peut être en fonction des secteurs. Bref, on va pouvoir se créer des groupes d'entreprises avec des critères communs. Imaginons que demain j'ai envie de savoir comment se comporte l'économie française, comment se comportent les entreprises françaises. Au lieu de regarder toutes les entreprises cotées en France, je vais par exemple pouvoir me référencer à l'indice du CAC 40 qui va comporter uniquement les 40 plus grandes entreprises françaises. Et on va se dire, ok, si ces 40 plus grandes entreprises françaises fonctionnent correctement, on peut considérer que le marché français fonctionne bien. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça en regardant uniquement 40 entreprises? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les 40 plus grandes entreprises, vous couvrez une grosse partie de la bourse en France. Vous avez plus de 80% de l'argent qui est investi, finalement, qui se retrouve dans ces 40 entreprises. Une des choses aussi intéressantes que va nous permettre de faire un indice, c'est notamment de se comparer. Demain, imaginez que moi, j'achète des entreprises françaises. Et j'ai envie de me comparer. Je me suis constitué un portefeuille d'actions et j'ai envie de savoir si finalement mon portefeuille est bon ou pas. Un bon moyen de le faire est finalement de me comparer au CAC 40. Des indices, il y en a énormément. Par exemple, pour le marché américain, un des indices les plus connus, c'est ce qu'on appelle le S&P 500. Cet indice-là, c'est vous prenez les 500 plus grandes entreprises américaines, vous le mettez dans le même panier et vous regardez ce qui se passe. Encore une fois, ça couvre une grosse portion du marché américain et quand on regarde ce qui se passe sur ces 500 plus grandes entreprises, on a une bonne approximation de ce qui se passe aux États-Unis. On va avoir des indices qui sont encore beaucoup plus larges, comme par exemple le FTSE All World. L'objectif ici, c'est de couvrir quasiment l'intégralité de la bourse mondiale. Cette fois-ci, forcément, il est composé de plusieurs milliers d'entreprises. Et là, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir une idée de ce qui se passe sur le marché dans sa globalité. Et de l'autre côté, à l'extrême opposé, vous allez avoir des indices qui sont extrêmement spécifiques. Vous pouvez savoir comment fonctionne le secteur des biotech sur les petites entreprises en Inde. Prenons un indice comme le S&P 500 par exemple. Alors, c'est ce qu'on appelle les indices qui sont pondérés par capitalisation. Ça veut dire que les entreprises qui ont la capitalisation la plus importante vont avoir un poids plus important dans l'indice que les entreprises qui ont une capitalisation plus faible. Vous prenez la valeur d'une action d'une entreprise, vous multipliez par le nombre d'actions qui est en circulation, et vous avez la capitalisation boursière de l'entreprise. Aujourd'hui, parmi les plus grosses capitalisations boursières au monde, vous avez des entreprises comme Microsoft, comme Amazon, comme Nvidia. Aujourd'hui, une action Nvidia, ça vaut autour de 900 €. La capitalisation boursière d'Nvidia, c'est plus de 2,2 milliards de dollars. Ce qui veut dire que vous avez plus de 2 millions d'actions Nvidia en circulation à 900 € l'action. Il y a une deuxième chose qui va nous intéresser au niveau de ces indices, c'est qu'il y a un système un petit peu auto-nettoyant. Il y a des critères à respecter pour faire partie de l'indice, par exemple du S&P 500. À partir du moment où vous respectez plus ces critères, vous sortez de l'indice et vous êtes remplacé par une autre entreprise. Au fur et à mesure du temps qui passe, la composition de l'indice, elle va être modifiée. Les entreprises qui respectent plus les critères, elles vont sortir. Il y a de nouvelles entreprises qui vont intégrer l'indice. Pour faire simple, les moins bons sortent et les meilleurs restent. Le résultat de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des indices qui sont relativement performants. Par exemple, la performance du S&P 500 sur une période d'investissement entre 20 et 30 ans tourne en moyenne généralement entre 8 et 10% net d'inflation. Les États-Unis, c'est clairement un moteur de performance en bourse depuis de nombreuses années. Quand on prend des indices beaucoup plus larges comme le MSCI World par exemple ou le FTSE All World, vous avez une performance sur du long terme, historiquement, qui tourne entre 7 et 8% net d'inflation. Grâce aux intérêts composés, ce type de performance peut permettre d'avoir d'énormes résultats dans la durée. Vous n'avez pas la possibilité d'acheter par exemple directement du S&P 500 ou directement du CAC 40. Vous allez devoir acheter des fonds
qui vont répliquer ces indices. Un fonds, c'est une entreprise qui va récolter de l'argent auprès d'investisseurs comme vous et moi, et qui derrière, avec l'argent récolté, va investir dans des actions. Ils vont donc pouvoir récolter la performance des actions dans lesquelles ils sont investis, et au passage, se prendre une petite commission. Il existe un grand nombre de fonds différents avec des stratégies différentes, mais il y a une catégorie qui va nous intéresser, c'est la catégorie des fonds qui consiste tout simplement à répliquer des indices. Parmi ces fonds-là, il existe ce qu'on appelle des ETF, des Exchange Traded Funds. C'est des fonds qui, dans la plupart des cas, vont répliquer des indices que vous allez pouvoir acheter et revendre exactement comme si c'était une action. Ça rend leur fonctionnement ultra accessible et ultra avantageux pour nous. Vous allez pouvoir l'acheter comme si c'était une seule action et à partir de là, vous allez pouvoir être exposé aux indices que vous souhaitez. En plus de ça, les frais sont extrêmement faibles, ce qui nous permet de profiter au maximum de la performance obtenue dans nos actions. Et finalement, est-ce que ça va être risqué de faire tout ça? Parce que oui, je pense que chacun d'entre vous, vous avez au moins une personne autour de vous qui a perdu de l'argent avec la bourse. On entend souvent parler de crash, on se dit que potentiellement, si on investit dans des actions, tout peut tomber à zéro. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Le risque en investissement, on peut le définir de plein de manières différentes. Vous pouvez partir du principe qu'à partir du moment où il y a de l'incertitude en ce qui concerne le futur, on considère qu'il va y avoir du risque. Ce qui veut dire que le risque, c'est autant une bonne chose qu'une mauvaise chose. Le principe d'un investissement, c'est de prendre un niveau de risque qui va être mesuré, qui va être contrôlé, c'est-à-dire de s'exposer à un certain niveau d'incertitude pour lequel on va être récompensé en termes de performance. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi parce que tous les risques ne permettront pas d'être récompensés. C'est pour ça que demain, si vous prenez tout votre argent et que vous allez sur des projets crypto un petit peu bizarres, ce sera extrêmement risqué, mais il y a de grandes chances que vous ne soyez pas récompensé et que vous perdiez l'intégralité de votre argent. Et vous allez voir qu'avec un risque qui est maîtrisé, on peut avoir une probabilité de gagner de l'argent sur du long terme qui va être extrêmement proche du 100%. Il faut absolument que vous fassiez la distinction entre avoir quelque chose de risqué et avoir quelque chose qui va nous faire perdre notre argent. En ce qui concerne les actions, le risque il est généralement mesuré par ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité elle va nous permettre de mesurer l'amplitude de hausse et de baisse que vous avez sur une action par rapport à sa moyenne. Plus les variations à la hausse et à la baisse vont être importantes, plus on va considérer que la volatilité est importante et plus le risque sera considéré comme important. Comme je vous l'ai dit, les actions à court terme fluctuent plus ou moins. Maintenant, oui, le risque en bourse, ça va nous permettre de déterminer est-ce qu'on va avoir finalement des grosses hausses et des grosses baisses sur une action, mais ça ne définit pas nécessairement le fait de gagner de l'argent ou pas si on détient cette action à long terme. La performance d'une action va surtout dépendre de la richesse qu'elle va être en mesure de produire. Une entreprise qui gagne de plus en plus d'argent a de grandes chances d'avoir une action qui augmente avec le temps. Dans l'approche passive, votre portefeuille va être constitué de fonds qui vont répliquer des indices. Et donc vous allez être exposé potentiellement à plusieurs milliers d'entreprises. En ce qui concerne le risque, ça va avoir un impact extrêmement important. Vous allez supprimer ce qu'on appelle le risque spécifique aux entreprises. Le risque spécifique d'une entreprise, c'est les risques qui sont propres à cette entreprise. Le fait d'être exposé à une multitude d'entreprises fait que finalement, si vous avez une entreprise qui crache, vous avez d'autres entreprises de l'autre côté qui sont capables de contrebalancer ça. Dans le cadre des indices, la volatilité, elle est toujours au rendez-vous. Vous avez toujours du coup du risque. Vous allez avoir des fluctuations qui sont plus ou moins importantes et qui vont rendre le voyage parfois un petit peu compliqué. Il y a effectivement ce qu'on appelle des périodes de correction, des périodes de crash où on peut connaître des périodes de baisse qui vont de quelques pourcents jusqu'à potentiellement moins 50% pour les pires périodes. Vous avez forcément entendu parler de la crise des subprimes. En 2008, le S&P 500 a connu une année extrêmement compliquée, comme la majorité des indices du monde d'ailleurs. Dites-vous bien que toutes les périodes de baisse de l'histoire ont précédé des périodes de hausse. On a toujours fini par remonter la pente. L'avantage sur les marchés financiers, c'est que tant que vous ne vendez pas, vous n'avez rien perdu. Vous allez effectivement en bourse avoir ce qu'on appelle des plus-values latentes et des moins-values latentes. Demain, j'achète une action à 100 €. Une semaine après, elle est à 50 €. Tant que je ne vends pas cette action, je ne passe pas ma perte. Si j'attends, potentiellement, mon action va pouvoir remonter à 100 €, voire dépasser les 100 €. C'est la même chose pour une action qui est en positif. Si j'achète une action à 100 € et que quelques semaines après, elle est à 110 €, tant que je ne vends pas, je ne concrétise pas mon gain. En tant qu'investisseur, vous allez dans certains cas rester avec des plus-values latentes et des moins-values latentes pendant de nombreuses années. Parfois sur des périodes qui peuvent aller jusqu'à 20, 25, 30, 35 ans. Tant que vous ne vendez pas, vous êtes dans le bateau et vous continuez à naviguer. Maintenant, quand on parle du marché, effectivement, ça reste risqué parce qu'on a de la volatilité, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est peut-être un des endroits les plus sûrs pour faire fructifier un capital sur du long terme. Historiquement, par exemple, quand on prend des indices extrêmement larges comme le MSCI World, il n'y a aucune période de l'histoire où
vous investissez votre argent, vous revenez 13 ans après et vous avez perdu de l'argent. Aucune période de l'histoire. En tout cas, si vous êtes là pour investir sur 20, 25, 30, 35 ans, en s'appuyant sur l'histoire, la probabilité de perdre de l'argent sur ces durées est jusqu'à maintenant de 0%. Le marché fonctionne par alternance de périodes de hausse et périodes de baisse. Les baisses font clairement partie du système et c'est quelque chose de normal. Le marché dans sa globalité a une performance qui tourne autour des 7% net sur une longue période d'investissement. Ça inclut les périodes de baisse. L'avantage, c'est qu'en bourse, les périodes de hausse durent généralement beaucoup plus longtemps et ont généralement beaucoup plus d'impact. Vous allez souvent entendre parler de tolérance au risque. Si demain on connaît une autre période comme 2008 où la bourse est capable de faire un moins 40%, il faut être en mesure de le supporter. Même si effectivement sur du long terme, le marché finira toujours par remonter et générer de la performance, ça peut prendre un certain temps et ça peut être extrêmement compliqué à vivre. Je tiens quand même à être réaliste, vous dire que les choses sont pas toujours simples, mais vous serez récompensé si vous êtes en mesure de subir ces périodes. À mesure que vous allez vous former sur les marchés financiers, ces périodes de baisse, ce sera au contraire des périodes d'opportunité pour vous. Demain, si le marché baisse de 50%, je vois ça comme une opportunité qui va me permettre d'investir plus, moins cher. Maintenant que vous savez que la bourse en général c'est peut-être un des endroits les plus sûrs pour faire grossir votre capital sur du long terme, à partir de quel moment est-ce qu'il faut commencer à investir? Pour investir en bourse, il faut du temps. Donc plus vous avez la possibilité de commencer tôt à investir, mieux ce sera pour vous. Forcément, une personne qui commence à investir à 18 ans, si elle décide d'investir pour sa retraite jusqu'à 65 ans, elle va pouvoir avoir des résultats qui sont extraordinaires. Maintenant, si vous êtes plus avancé en âge, aucun souci, vaut mieux tard que jamais, même si de mon côté, je considère qu'il faut au moins avoir 10 ans devant soi pour investir une somme en bourse. Mais pour la majorité d'entre vous, aucun problème. Avant de commencer à investir, il faut absolument que vous soyez constitué ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est du cash que vous allez conserver sur des livrets bancaires par exemple en cas de coup dur. Ça va correspondre généralement entre 3 et 6 mois de salaire. Si c'est déjà constitué, top, vous pouvez commencer à investir demain. Vous avez la possibilité de vous constituer votre épargne de précaution en parallèle de la mise en place de vos investissements. Pour investir, vous allez avoir besoin d'argent. L'objectif, effectivement, c'est de valoriser un capital. L'avantage, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre un gros montant aujourd'hui. On va pouvoir faire ce qu'on appelle de la DCA, Dollar Cost Averaging. L'objectif en investissement, c'est d'avoir de la récurrence. Vous allez devoir vous dégager une capacité d'investissement, notamment de vos revenus. L'idée, c'est de réduire un tout petit peu ses dépenses sans non plus s'empêcher de vivre et de consacrer ce montant à de l'investissement tous les mois. Vous pouvez commencer par 5% de vos revenus, 10% de vos revenus et si vous avez la possibilité de faire plus, de monter jusqu'à 20, 30, 40, 60, 70% de vos revenus investis tous les mois. Dites-vous bien que même avec 50 € d'investissement tous les mois, si vous faites ça sur une longue période, vous aurez d'extrêmement bons résultats. Avec une performance de 8% par an, un investissement mensuel de 100 € par mois sur 35 ans peut permettre d'obtenir plus de 220 000 € pour un montant investi de votre poche de 42 000 €, le reste correspondant aux intérêts générés par la bourse. Avec 300 € par mois sur la même période, on a cette fois-ci un capital qui tourne autour de 650 000 €. Pour les plus motivés, avec un montant de 1000 € versé tous les mois pendant 35 ans, on obtient un capital de plus de 2 millions d'euros au terme de la période. Il n'est absolument pas garanti que la performance de 8% soit accessible dans le futur, en tout cas, c'est la performance historique du marché. Et vous voyez que déjà avec ce type de performance, on est capable d'avoir des résultats extrêmement intéressants. Maintenant que vous avez déterminé le montant que vous allez être en mesure d'investir tous les mois en DCA. Si vous ne pouvez pas faire tous les mois, ce sera tous les 3 mois, tous les 6 mois, aucun souci. Il faut juste qu'il y ait de la récurrence. Peu importe les conditions de marché. Ne cherchez pas à acheter quand le marché est moins cher, etc. Ça ne fonctionne pas. À partir de là, il va falloir choisir un support pour investir. Il va falloir qu'on choisisse un compte. Vous avez 2 types de comptes principaux qui vont vous permettre d'investir en bourse et de mettre en place nos stratégies. Le compte titre et le PEA. Le compte titre, c'est vraiment le compte de base qui vous permet d'investir. Vous avez accès à un nombre de produits qui est extrêmement important. Et en tant qu'investisseur, vous aurez besoin de compte titre. Vous avez la possibilité d'en ouvrir plusieurs. Vous avez un lien dans la description pour ouvrir un compte titre chez un courtier qui est partenaire, qui est Trade Republic, qui est tout simplement l'un des meilleurs courtiers du marché. N'hésitez pas à utiliser le lien dans la description. Ça supporte un peu la chaîne, mais vous allez aussi probablement vouloir utiliser ce qu'on appelle le PEA, le plan épargne en action. C'est normalement un type de compte qui est réglementé, qui a été créé pour investir en France et en Europe. Dessus, on a la possibilité de trouver des ETF qui permettent de tricher et d'investir dans le monde entier. Le fonctionnement du PEA est un petit peu plus spécifique. Vous avez une période un petit peu spécifique de 5 ans pendant laquelle vous allez pouvoir verser des sous, mais vous n'allez pas pouvoir retirer de l'argent sans le clôturer. Par contre, au bout de 5 ans, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez exactement comme sur un compte titre. Par contre, la fiscalité sera plus avantageuse parce que forcément, je vous l'ai pas dit depuis le début, mais en bourse, sur ce que vous allez gagner, vous allez payer de la fiscalité. Pour faire simple, considérez que vous allez payer de la flat tax qui correspondra à 30% de fiscalité
sur vos gains. Je vous ai parlé tout à l'heure de plus-value latente. Tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas de fiscalité. C'est pour ça que dans certains cas, vous allez rester potentiellement plusieurs années sans vendre. Par contre, lors de la vente, vous allez effectivement devoir déclarer vos gains et payer grosso modo 30% de fiscalité dessus. Le PEA, quant à lui, est une niche fiscale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des opérations d'achat et de revente à volonté tant que vous laissez de l'argent dans votre PEA. À partir du moment où vous retirez de votre PEA, vous allez payer de la fiscalité, mais qui sera cette fois-ci un petit peu plus légère que ce qu'il y a sur le compte titre. Vous allez uniquement payer des charges sociales qui sont de 17,2% aujourd'hui et vous n'allez pas payer les 12,8% qui correspondent à l'impôt. Dites-vous bien que généralement, tout ce que vous avez la possibilité de faire sur un PEA, il faudra le faire sur un PEA. En ce qui concerne l'ouverture d'un PEA, cette fois-ci, vous pourrez en avoir qu'un seul et il y aura des limites de versement. Si vous voulez avoir toutes les informations en ce qui concerne le PEA et le compte titre, j'ai fait une vidéo sur chacun de ces deux comptes qui permet vraiment d'aller dans le détail. Vous les retrouverez dans la description et normalement, elles vont aussi s'afficher à l'écran. Votre unique PEA, vous allez généralement l'ouvrir dans une banque en ligne pour avoir des frais le plus faibles possible et pour avoir une offre qui est extrêmement intéressante. Je vous mets un petit lien dans la description concernant l'ouverture d'un PEA chez Boursorama qui propose aujourd'hui un des meilleurs PEA du marché. Une fois que votre support d'investissement est ouvert, il va falloir qu'on achète nos ETF. Vous pouvez considérer qu'acheter un ETF qui couvre une portion extrêmement large du marché serait une solution extrêmement intéressante. Parce que quand on achète le marché, on ne peut pas se tromper. Et vu que le marché est extrêmement performant sur le long terme, c'est une option qui peut clairement suffire. Sur le PEA, une bonne approximation du marché dans sa globalité est l'indice du MSCI World. Un ETF MSCI World consiste à investir dans 1500 entreprises dans 23 pays développés. Ça représente 85% de la capitalisation boursière de ces pays développés et donc un petit peu moins de 80% de la capitalisation boursière mondiale. Aujourd'hui, un des meilleurs ETF MSCI World disponible sur le PEA, c'est l'ETF avec le ticker WPEA. C'est un ETF qui est proposé par iShares, qui est extrêmement compétitif avec des frais extrêmement faibles. La part de l'ETF, c'est-à-dire le prix que vous allez devoir payer pour acheter une part de cet ETF, est autour de 5 € aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez acheter 5 € de cet ETF, vos 5 € seront répartis entre les 1500 entreprises qui composent cet indice. L'objectif sera de faire une DCA sur l'achat de ces ETF et d'en accumuler tout simplement le plus possible sur du long terme. En ce qui concerne le compte titre, n'hésitez pas à en ouvrir un ou plusieurs, mais je vous invite, si vous avez la possibilité de commencer à investir sur le PEA, de commencer à investir sur un PEA. La solution consistant à investir uniquement sur un ETF MSCI World est déjà une solution qui fonctionne extrêmement bien. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous constituer un portefeuille de 3 ETF qui permet clairement de s'adapter à tout le monde, je vous affiche la vidéo à l'écran et je vous la mets en description. On y est, si vous avez suivi toute cette vidéo, on est parti de définition de base sur l'investissement jusqu'à pouvoir acheter nos premiers ETF qui vont nous permettre d'investir sur du long terme. C'était une vidéo riche, n'hésitez pas à la revoir pour s'imprégner un petit peu de tout ce qui a été dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. C'était Antoine, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se dit de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!